Est-ce que vous êtes de ce genre de personnes qui ont peur quand ils voient une abeille? Ou au contraire, vous avez déjà senti un lien sacré entre elle et vous? Je ne sais pas si vous avez déjà eu la chance d'être à côté d'une ruche ou même de communiquer avec une abeille. Aujourd'hui, je vous amène avec moi dans une immersion au sein de la Déva des abeilles et pour en parler, je reçois Sandhira Bellia. Bonjour et bienvenue dans le balado Les Révélations de la Terre. Mon nom est Liliane et je vais te faire découvrir la richesse et l'importance de notre lien sacré à la Terre et à tout le vivant. Es-tu prêt à aller dans un espace encore peu exploré, voire même tabou? Si oui, reste avec moi. Bonjour Sandhira, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Merci Liliane de m'inviter sur ton balado. Je suis ravie d'être ici avec toi. Oui, alors Sandhira, tu es coach en intuition. Tu es aussi une alliée ou une amie très privilégiée des abeilles. Tu as notamment écrit le livre La Déva des abeilles où tu parles justement de cette relation-là que tu as depuis même l'enfance. Et ce que tu dis dans ton livre et ce que tu enseignes régulièrement, c'est à quel point les abeilles sont des enseignantes sacrées de notre lien à la Terre, mais elles t'ont aussi accompagnée dans des moments difficiles de ta vie. Est-ce que tu as envie de nous parler un petit peu de ton parcours et de qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as une relation si proche avec elles? Je suis née dans une famille d'une maman apicultrice en Bretagne, donc le nez de la France. Et donc j'ai été baignée un peu dans le chant des abeilles et dans l'odeur du miel dès l'enfance, mais j'avoue que j'ai jamais été attirée par le métier d'apicultrice. Et quand je me suis retrouvée au Portugal, j'avais la trentaine, ça fait déjà plus de 16 ans, waouh. Et je me suis retrouvée dans une communauté où ils cherchaient quelqu'un pour s'occuper des abeilles. Et là, je leur ai dit, j'ai senti cette résonance en moi, et en même temps, je leur ai dit, je ne vais pas produire du miel pour la communauté, mais je souhaite apporter, créer un espace d'exploration de la relation à l'abeille. Et c'est comme ça que ce chemin a parcouru. J'ai eu un petit peu carte blanche. J'ai pu créer un jardin des abeilles avec plusieurs colonies, installer plein de fleurs qui leur plaisaient et sortir un peu du paradigme du producteur de miel qui cherche à exploiter l'abeille pour cette raison-là. Et petit à petit, l'abeille s'est mise à me parler. Wow. Je me suis rendu compte que il était possible d'engager des conversations, et plus ça allait, plus ces conversations devenaient profondes et complètement inédites de choses que j'avais jamais lues ou jamais entendues. Et c'est pour ça que tu es rendue même une coach en intuition, parce que tu sens que ce rapport-là qu'on a avec l'invisible ou avec nos perceptions sensorielles sont réelles. C'est comme ça que tu as eu, toi, l'éveil et que tu as eu envie de le transmettre aussi? Tout à fait. Et je dirais même que les abeilles ont été ma meilleure enseignante dans le monde de l'intuition. Parce que elles me donnaient un feedback direct. Les abeilles sont très sensibles. Si on s'approche d'une ruche et qu'on est vraiment dans le corps mental avec plein de chatting, de questions, elles vont nous le renvoyer. Et pour rentrer en communication avec l'abeille, il faut être dans le cœur. Et du coup, ce feedback permanent permet de trouver cet espace d'écoute, ce calme. C'est étonnant parce que l'abeille, elle est souvent associée à être complètement busy, complètement suroccupée, tout le temps à butiner, mais finalement, elle enseigne beaucoup sur le calme intérieur. Wow! Et en fait, ce que moi, je trouve beau dans ce que tu nommes, c'est que toi, tu t'es mis au service de la communauté des abeilles comme une autre abeille, en fait, dans ce collectif-là, plutôt que de le voir sous un œil d'apiculteur ou d'agriculteur, parce que je sais que tu as quand même une opinion sur le fait que les humains, on va faire
produire beaucoup de miel aux abeilles, des fois, on va leur donner du sucre blanc au lieu de les laisser aller butiner du sucre naturel, et même qu'on va faire nous-mêmes la reproduction des reines ou des princesses, comme tu le nommes dans ton livre. Et ça a un impact majeur. Donc, j'imagine que compte tenu de tes valeurs ou de ton éthique, tu n'as pas voulu embarquer dans cet engrenage-là, mais que tu t'es comme mis au service, comme tu dis, de créer un jardin ou de créer un environnement où les abeilles se sentiraient reines dans ce lieu-là. Est-ce que c'est ça? Tu veux-tu nous en parler un petit peu plus pour les gens peut-être qui, eux, cultivent le miel ou qui ont une perception, justement, cette consommation-là du miel? Qu'est-ce que les abeilles ont pu te transmettre en lien avec ça? Le miel, c'est quelque chose de très, très précieux pour l'abeille. C'est un concentré de lumière. C'est des millions de fleurs butinées pour créer 1 kilo de miel. 3 à 5 millions de fleurs pour créer juste un kilo de miel. Je pense qu'il est possible de recevoir le miel comme un cadeau. Par une colonie qui est en bonne santé, qui vit dans l'abondance, comme nous, quand on vit dans l'abondance, on aime donner, on aime offrir ce qu'on a de plus cher. Quand on a une relation avec une colonie de cette manière-là, on sent qu'elle est dans l'abondance, il est possible de recueillir un surplus de leur production parce que elles aiment offrir. Malheureusement, beaucoup de la production intensive de miel aujourd'hui prend plus qu'elle voudrait donner. Et on est plus dans l'action de prendre plutôt que de recevoir, ce qui est très différent énergétiquement. Oui. Et c'est ce qui crée des fractures, et c'est ce qui crée un déséquilibre permanent ou à long terme. En fait, si tu imagines une ruche, lorsqu'on ajoute une hausse, tu sais, ces caisses vides que l'on ajoute aux colonies pour qu'elles les remplissent de miel. Leur instinct, c'est de remplir l'espace vide. Du coup, elles sont focalisées, programmées en quelque sorte pour produire. Ce que je me suis rendu compte au fil de mes conversations avec la Deva des abeilles, c'est que leur rôle est bien plus vaste que la production du miel. Et si elles passent leur temps à produire du miel, elles passent moins de temps à faire les autres choses qui sont importantes. Et c'est quoi les autres choses? Le rôle énergétique de l'abeille sur la planète, il est de stimuler le corps éthérique de la planète. C'est-à-dire le corps de Gaïa, de la planète Terre, est entouré de plusieurs couches de son aura. Le corps éthérique, c'est une de ces couches de cette aura. Il est fait de plein de lignes énergétiques, plein de filaments de lumière. Et l'énergie, l'information circulent à travers ces réseaux. L'abeille, ainsi que beaucoup d'autres insectes, a le rôle de stimuler la circulation, un peu comme le sang dans nos veines, tu vois, afin que la planète soit en bonne santé. Et même dans certains cas, à certains endroits, ce treillis énergétique est endommagé à cause de certaines actions humaines. L'abeille, ainsi que d'autres alliés, est capable de réparer jusqu'à un certain niveau certaines de ces blessures, tu vois. Donc, on se rend pas compte que des abeilles qui vivent laisser vivre des abeilles à l'état sauvage ou dans des ruches sans récolter le miel, ça les encourage, ça leur laisse l'espace de satisfaire ce rôle, cette fonction vitale pour la planète. Donc, elles vont autant faire du miel pour leur production, assurer leur survie et leur reproduction naturelle, mais elles vont aussi continuer à butiner des fleurs parce que nous, c'est ça qu'on a cru comprendre aussi, que les abeilles servaient à polliniser, à s'assurer qu'il y a une régénérescence aussi des fleurs un peu partout sur la Terre. Mais là, ce que tu dis, c'est qu'ils ont un rôle majeur aussi énergétique et qu'elles contribuent à cet alignement-là ou à cet équilibre-là planétaire. Donc, elles œuvrent constamment pour l'équilibre planétaire et nous, on vient leur retirer ce rôle-là qui nous est bénéfique à la base parce qu'on
on bénéficie finalement de l'harmonie qu'elle crée dans nos vies pour une consommation très unidirectionnelle et même de masse. Et du coup, ben, en plus de leur donner du sucre, on leur empêche, ou je ne sais pas si ça les empêche d'aller butiner, peut-être que tu pourrais me le dire, mais il y a quelque chose, un cycle qu'on brise en fait, et qui à la longue, ça va être une conséquence majeure pour tout le monde. Donc, je vais expliquer l'histoire du nourrissement au sucre. En fait, en apiculture industrielle, beaucoup d'apiculteurs prélèvent une large quantité de miel et comme les abeilles n'ont plus assez pour se nourrir, ils remplacent avec du sucre blanc ou d'autres sortes de sucre. Et l'abeille n'est pas du tout faite pour manger du sucre blanc. Le sucre blanc, il a un effet un petit peu comme nous, c'est-à-dire que il nous rend dépendants, un peu agressifs, un peu surexcités, et puis ensuite il y a une sorte de vague dépressive qui suit. C'est pareil chez l'abeille. Les abeilles qui sont nourries au sucre blanc, elles ont du mal à garder leur essence, leur aliment. Donc ça fait aucun sens de prélever leur nourriture, celle dont elles ont besoin, et de la remplacer avec du sucre blanc. Surtout que le déséquilibre que tu as nommé impacte aussi le travail énergétique qu'elles peuvent faire sur la Terre. Parce que comme elles œuvrent énergétiquement, il faut qu'elles restent connectées à cette divinité-là, à ce champ-là. Et si ils ont des déséquilibres dus au sucre ou à l'élevage intensif, finalement, effectivement, ils sont utilisés un peu plus comme des esclaves. Et je trouvais ça super intéressant dans ton livre. Tu dis, le miel n'est pas quelque chose à prendre, mais à recevoir comme une offrande en gratitude et que nous avons réduit le rôle des abeilles de maître à esclave. C'est incroyable quand même à quel point, au lieu d'honorer et de respecter cet espace sacré-là, pour avoir un bénéfice à court terme, on crée des grands déséquilibres à long terme. Est-ce qu'il y a d'autres enseignements que les abeilles t'ont amenés justement pour comment l'humain, on doit se positionner, comment est-ce qu'on doit contribuer peut-être nous aussi ou juste apprendre tel un élève? Je vais répondre à ta question. Je voudrais avant ça juste donner mes respects à beaucoup d'apiculteurs. Je sais qu'ils aiment leurs abeilles. Je veux pas paraître manquer de respect. Ma maman aime ses abeilles. Elle est productrice de miel. Il y a une manière de créer la relation. Et voilà, la clé, c'est ça. Finalement, c'est la relation authentique. Et le faire en conscience. Le faire en conscience. Je pense qu'on peut tous consommer le vivant, parce qu'on est obligé de consommer le vivant de façon respectueuse. Je pense que c'est plus ça que effectivement, qu'on nomme la manière de faire. Et petit à petit, je pense que c'est aussi sociétal. On arrive de millénaires de patriarcat où on a appris à dominer la nature, à l'exploiter. Ici, en France, on dit exploitant agricole, c'est-à-dire vraiment, c'est basé sur l'exploitation, le prendre. J'espère que petit à petit, je pense que c'est en train de changer. On est en train de se rendre compte que pour que les choses soient durables dans le temps, il faut qu'on s'adresse à la nature en tant que d'égal à égal. Et l'histoire, ce qui se passe, c'est que la nature va... Ce qui se passe, c'est que la nature va... Si on n'est pas à l'écoute de ces feedbacks, petit à petit, elle va envoyer des choses pour réaligner à sa manière. Donc là, on a eu des tas de colonies d'abeilles qui sont décimées par différents facteurs. Ce qu'elle me dit, la déva des abeilles, c'est qu'il y a des endroits où il y a trop d'abeilles en boîte. Tu vois, trop d'abeilles, toutes intensivement mises au même endroit, ça crée un déséquilibre. Surtout trop d'abeilles qui sont tous avec le même programme, produire. Naturellement, les abeilles sont beaucoup plus disséminées dans la nature. Elles habitent des cavités, des arbres. Elles sont en synergie avec les arbres. Et ça amène aussi l'enjeu des abeilles autochtones ou des abeilles d'élevage. Je pense qu'on a introduit, du moins au Canada, ce que je peux comprendre, c'est que quand on achète une ruche, même si c'est une petite ruche pour soi à la maison, pour contribuer au vivant ou un petit peu avoir du miel pour sa famille,
ça amène quand même des abeilles qui ne sont pas autochtones et quel impact que ça a sur les abeilles autochtones, justement? C'est toute une question d'équilibre. Je pense que il y a une beauté à l'abeille à miel Il y a une beauté dans l'abeille à miel avoir été disséminée sur la planète, même là où elle n'était pas originellement présente, parce que je pense que l'abeille et l'humain ont une histoire commune. Elles ont un lien particulier. Mais quand elle est en trop grande quantité, certaines des abeilles autochtones commencent à disparaître. Et c'est quoi ce lien-là sacré que l'humain a avec l'abeille? Parce que peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent qui ont l'habitude de communiquer avec les animaux. Surtout sur cette chaîne-ci, je présente beaucoup cette communication-là sacrée avec les animaux. Avec les insectes, je pense qu'il y a quand même encore un point d'interrogation. Les gens se demandent, est-ce que je peux communiquer avec une fourmi, avec une abeille, avec une araignée? C'est quoi leur champ de conscience? C'est quoi le type de message qu'on peut s'attendre d'eux ou quel type de relation, de communication on peut prétendre vouloir avoir avec elles? Merci pour cette question. J'aime beaucoup parler de la différence entre la communication individuelle et la communication collective. Donc, au niveau individuel, une colonie d'abeilles va avoir sa propre personnalité. J'ai vécu avec beaucoup de colonies tout au cours de ma vie et chacune d'entre elles avec sa personnalité propre. Il est aussi possible de communiquer avec la déva des abeilles, la conscience collective de l'abeille. Les messages vont être parfois différents. Parfois, on entre par une communication avec une colonie particulière et finalement, ça s'étend à la déva des abeilles. L'esprit de la colonie, je l'appelle le génie de la ruche. Là, on peut obtenir des messages qui sont beaucoup plus pratiques, qui vont concerner l'environnement direct, la relation qu'on développe, les préférences de cette colonie. Certaines colonies aiment le contact avec l'humain. Certaines colonies préfèrent être laissées tranquilles, tu vois? Oui. Et la déva des abeilles, ça va être des messages beaucoup plus philosophiques, les messages que je partage dans mon livre sont aussi des messages archétypaux de chacune des substances de la ruche, par exemple, le miel, la cire, la propolis, le venin, le pollen. Chacune d'entre elles a une pléthore d'enseignements à offrir qui nous miroirent notre propre relation au monde. Est-ce que tu veux donner quelques exemples de la différence entre le pollen, le nectar? Prenons la cire, par exemple. Beaucoup d'entre vous vont savoir que les abeilles sont des architectes de génie. Elles sont capables de créer ces structures hexagonales. Elles sont capables de modeler cette substance qui est fascinante. C'est une substance qui à la fois crée de la structure et à la fois très flexible. C'est une substance qui store de l'information. C'est un peu comme la librairie de la ruche. Le squelette est la librairie de la ruche, avec toutes leurs mémoires, les mémoires de cette colonie. Et c'est aussi les berceaux des bébés abeilles, les caisses de stockage du pollen et du miel, tout ça avec cette forme sacrée qui est l'hexagone. Et là, de nouveau, lorsqu'on se rend compte de l'importance de la construction naturelle des rayons de cire, on voit la différence par rapport à des rayons de cire qui sont prémoulés, dont la forme, la taille, l'orientation est imposée par l'apiculture intensive, avec des rayons de cire qui sont organiques, qui vont avoir des légères courbes pour s'adapter aux lignes telluriques de la Terre, qui vont avoir des tailles de cellules différentes, dépendamment de ce qu'elles vont recevoir, qui vont bien sûr être créées avec leur propre cire et non pas de la cire importée et fondue et mélangée. Donc, ils vont contenir cette information. On est de nouveau à
La distance. L'écart est énorme. Mais c'est incroyable ce que tu dis parce qu'en gros, tu dis faites-leur confiance et laissez-les œuvrer. Elles savent déjà tout ce qui peut ou ce qui doit être fait. Et comme tu dis, tu parles avec les lignes telluriques ou avec les différents déséquilibres. Et en fait, l'humain qui, à mon sens, comprend très peu les lois de la nature, comprend très peu ce qui crée l'harmonie, ou du moins, il ne s'y adonne pas autant que les êtres de la nature qui y sont également, c'est de ramener ce côté sacré-là et l'Éden, hein, la perfection de la Terre. Et à chaque fois qu'un humain met ses mains là-dedans, empêche cette nature-là tellement instinctive des abeilles d'œuvrer. Et tu parles, tu sais, des lignes telluriques et de la géométrie sacrée. Tu en parles beaucoup dans ton livre de cette géométrie-là et de ce, j'irais même dire le lumens et que je connaissais pas, mais c'est vraiment des lieux sacrés de rencontre des abeilles entre l'énergie de la terre, l'énergie du soleil. Et même que la gravité change, donc les abeilles sont porteuses de cette dimension-là, sont multidimensionnelles, et dans leurs actes sacrés, que ce soit la reproduction, la création du miel ou la fabrication des formes géométriques, elles font quelque chose qui nous dépasse et que nous avons je pense, à devoir s'incliner devant ça plutôt que de chercher à le reproduire. J'aime beaucoup cette image de s'incliner. Et à vrai dire, je n'ai jamais entendu aucun jugement de l'abeille. L'abeille est dans l'amour inconditionnel. Et l'abeille aime l'humain. Je n'ai pas senti aucun ressentiment, aucune colère. Je me suis souvent sentie embrassée, soutenue, même quand des fois j'avais l'impression de faire une erreur, j'avais l'impression d'essayer et de me juger. Et elles me prenaient dans leurs bras, tu vois, dans leurs bras énergétiques. Et il y a une compassion. À savoir, les abeilles sont arrivées sur Terre il y a 100 millions d'années. Elles sont beaucoup plus âgées que nous. Nous, on est des enfants. Finalement, c'est ça, comme tu dis, s'incliner devant les anciens, la sagesse ancestrale, et en même temps recevoir ce pardon, parce que les choses sont en train de changer. Et l'abeille a confiance en nous. Donc, j'essaie de pas focaliser sur l'erreur humaine. Elle me dit, arrête de te fouetter le dos, tu vois. Ça ne sert à rien. Mais j'entends, mais je pense qu'on a beaucoup à apprendre. Et je pense que c'est important, comme tu dis, de tendre l'oreille, d'avoir, nous, l'humilité de réapprendre quelque chose. Donc, c'est sûr que si on apprend en se flagellant, ça vient avec la souffrance. Donc là, on va vouloir peut-être même freiner le processus d'apprentissage. Mais je pense que qu'est-ce qu'elle nous enseigne, c'est comme un peu une énergie maternelle. De la façon dont tu en parles, je ressens l'énergie maternelle, en fait, de la Terre qui nous porte et qui nous pardonne, comme tu dis, mais qui nous enseigne aussi tout en nous laissant faire, comme tu dis, nos erreurs pour éventuellement apprendre et évoluer. Mais ce que j'entends aussi dans ce que tu dis, c'est l'esprit collectif. C'est comme si elles savent nous voir, elles savent nous considérer, elles savent nous accompagner, nous pardonner. Donc, elles ont l'esprit collectif. Elles ne sont pas individualistes. Et j'imagine que ce qu'elles t'offrent, ce pardon-là ou cette acceptation-là, elle l'offre à toutes ces abeilles, j'imagine aussi, de sa colonie. L'abeille, en soi, est une cellule d'un superorganisme. Donc, ce n'est pas un individu. L'individu, c'est la colonie d'abeilles. Mais d'une certaine manière, le fait que ces cellules ne sont pas physiquement raccrochées, ça donne à cet être une élasticité et un sens de la communauté extraordinaire, comme tu dis. Mais j'aime bien dire, l'abeille est l'un des êtres vivants les plus larges du monde. Large? Oui, en taille. Si tu imagines que toutes les butineuses qui vont parfois à des kilomètres de leur ruche font partie du même être vivant, ça donne à la colonie une taille bien plus large qu'une baleine à bosse. C'est un être élastique et c'est un être très, très
connectés, interconnectés. Et c'est pour ça que j'ai passé plusieurs années à étudier aussi quelle forme de ruche peut être plus apicentrée, plutôt que d'être centrée sur les besoins de l'humain qui souhaite récolter, par exemple. Quelles sont les formes de ruches qui peuvent soutenir l'abeille, parce que maintenant les cavités sauvages sont moins fréquentes qu'auparavant, donc ça fait du sens d'aider les abeilles à leur créer des logis, des logements. Mais une ruche carrée avec des parois très fines n'est pas très simple à chauffer, n'est pas très simple à garder saine, parce que ces coins n'ont pas de circulation d'air qui est propre à une hygiène de haute qualité. Plein de choses. Lorsqu'on commence à se mettre à l'intérieur de l'esprit de la ruche, on se rend compte que l'humain, dans sa volonté de créer des ruches toutes carrées et faciles et légères, est bien loin de la réalité des besoins de l'abeille. Mais c'est vrai que les ruches sont plutôt circulaires. Pourquoi l'humain n'a pas reproduit cette forme circulaire-là dans sa méthodologie? C'est une question de pratique. Les ruches circulaires sont difficiles à récolter en miel. Elles sont aussi compliquées à créer. Ça demande beaucoup plus d'efforts. Et c'est magique. J'en ai créé une. Dans toute ma carrière, j'ai créé une ruche complètement circulaire en forme d'œuf. La Sun Hive, elle s'appelle. Après, il y a des compromis. La ruche, par exemple, la Top Bar, qui est une ruche trapézoïdale. C'est une ruche quand même qui est plus facile à créer, mais qui est un petit peu entre les deux. Ce dont je n'étais pas très consciente au début, et plus ça va et plus je m'en rends compte, c'est l'importance de l'isolation des parois. Et je suis dans le projet de bientôt construire ma maison ici au Portugal, et je me rends compte que c'est déterminant. On est dans cette crise énergétique, la crise du prix des ressources pour chauffer une maison. Finalement, c'est la même chose pour l'abeille. Plus les parois sont fines, plus ça va leur demander de l'énergie pour réchauffer en hiver et pour rafraîchir en été. Et d'ailleurs, ça me fait penser, je ne sais pas si c'est une réalité que tu as été témoin étant en Europe, mais nous, au Québec, on a des froids des fois qui avoisinent les moins 45, moins 48. Et les gens ont des ruches, des fois chez eux. Ils vont l'isoler justement l'hiver. Le rucher va devenir un peu comme en dormance ou en hibernation. Et ensuite, on peut commencer à les entendre un petit peu butiner. Elles vont aller voir. Certaines vont mourir en allant voir si c'est prêt à sortir ou pas. Il y a comme tout un processus pour réveiller la ruche et on espère toujours qu'elle est toujours vivante. Et ça m'est déjà arrivé d'aller chez une amie qui avait une ruche chez elle durant l'hiver ou vers la fin de l'hiver et de communiquer avec les abeilles. Et elle me parlait d'une urgence de quitter et d'aller plus loin. Tu parlais du côté élastique. Je trouve ça intéressant parce que je disais, mon Dieu, elles sentent l'appel et l'urgence de quitter, d'aller très, très, très loin de l'endroit où elles sont. Et la personne me disait, mais pourquoi elles sont pas bien ici? La ruche, elle convient pas, elle est pas assez isolée. Donc, elle posait beaucoup de questions au niveau de son empreinte à elle, au niveau de la ruche. Mais ce que moi, je percevais, c'était une urgence de s'éloigner sur des grandes distances, puis une urgence qui était très intense. Et est-ce que ça pourrait juste venir d'un instinct de ce côté élastique-là? Est-ce que le fait de passer 6-7 mois enfermés nuit aussi à leur instinct d'œuvrer au niveau planétaire, au niveau énergétique ou à tous les niveaux, en fait? C'est une belle question. Si c'était vers la fin de l'hiver, c'est-à-dire que la saison des essaims s'approche. À la saison de l'essaim, donc l'essaimage, c'est la reproduction d'une ruche qui se sépare en deux. La ruche mère reste dans l'espace qu'elles occupaient auparavant. Et l'essaim, le premier essaim de l'année, en tout cas, parfois il y en a plusieurs, va partir avec la vieille reine.
Et donc, on va avoir comme ça une séparation de mère et de fille. Et c'est possible que tu sois entré en contact avec la partie qui pense déjà à s'éloigner. Je comprends. Après, ça se peut aussi, s'il y avait plusieurs ruches côte à côte, qu'elles se sentent trop proches l'une des autres et qu'elles expriment une volonté d'être plus éloignées. Je pense il y avait plusieurs étages, je pense, d'une même ruche, parce que je pense que quand que les ruches deviennent nombreuses, du moins de ce que j'ai vu au Québec, on rajoute des étages vers le haut. Mais ma question était aussi en lien avec, est-ce que c'est normal qu'elles hibernent? Est-ce qu'en Europe, elles hibernent aussi longtemps? Est-ce que c'est ça, il n'y a pas un instinct comme un animal qui va aller dehors aussi, ou nous, un humain qui veut aller dehors quand on est enfermé trop longtemps? On l'a senti avec la COVID. Il n'y a pas ça aussi? Est-ce qu'il n'y a pas une maltraitance des abeilles l'hiver au Québec? Mais est-ce qu'il y aurait comme quelque chose qui pourrait s'apparenter à ça, ou c'est correct qu'elles hibernent et elles sont bien là-dedans, comme un ours le serait, par exemple? J'ai un chapitre dédié sur la grappe hivernale, qui est vraiment à ce phénomène où le nombre d'abeilles se réduit et elles se réchauffent en se mettant en boule très très serrée, et une rotation des abeilles pour que tout le monde bénéficie de la chaleur qui est à l'intérieur et se relaie sur les couches extérieures qui sont plus froides. J'observe une beauté dans ce phénomène. J'ai jamais été en contact avec des colonies au Québec, donc c'est vrai que la période est plus longue. Nous, au Portugal, on a peu de grappes hivernales parce que il y a des jours ensoleillés en hiver. Du coup, les abeilles sortent. Et d'un certain côté, des fois, je me dis que il y a quelque chose qui peut manquer si on n'a pas ce moment d'intériorisation. C'est un moment qui est très... Moi, j'aime bien hiverner en hiver. Et du coup, je rentre un petit peu dans cet état de grappe intérieure, de grappe hivernale, où je laisse le temps pour les questions plus profondes de se transformer, de monter à la surface en prenant le temps. Oui, effectivement, je pense que tous les cycles sont essentiels. Moi, je peux dire qu'au Québec, après 7 mois, on a besoin de sortir voir des fleurs. Peut-être que les abeilles, c'est la même chose. Les hivers peuvent être parfois très, très longs. Mais je trouve ça très beau ce que tu dis. Et est-ce que toi, dans ta guérison ou dans ton élévation vibratoire, qu'est-ce que les abeilles t'ont apporté? Je pense qu'elles t'as dit dans ton livre qu'elles t'ont aidé à traverser des épreuves de santé physique. T'as même dit à un moment donné, qui sait écouter le chant du miel ne se sent jamais seul. Quelle guérison, qu'est-ce qu'elles t'ont apporté comme... Tu sais, je pense que tu dis qu'elles sont un peu guérisseuses. Donc, quel apport de guérison elles t'ont apporté? Il y a une dizaine d'années, j'ai commencé ma santé a commencé à décliner fortement. Plusieurs facteurs sont entrés en jeu et j'ai développé ce qu'on appelle une fibromyalgie. La fibromyalgie, c'est un peu un terme ombrelle qui comprend de nombreux symptômes qui peuvent se manifester de différentes manières. Chez moi, c'était beaucoup de douleurs dans les articulations et une perte de poids et l'impossibilité de digérer et d'assimiler les aliments. Et du coup, je suis devenue très très sensible. J'étais tellement maigre et tellement faible que je devais me protéger de beaucoup de choses parce que j'étais trop perméable. Les abeilles ont été l'une de mes plus grandes alliées pendant mon parcours de guérison qui a duré 6 ans au total. Je sais pas si je serais là, à vrai dire, si j'avais pas été avec les abeilles. Comme les gens autour de moi étaient très inquiets, c'était difficile pour eux de ne pas projeter leur inquiétude. Et du coup, il a fallu que je me retire en moi-même et que je trouve d'autres alliés pour m'écouter, qui m'accepteraient tel que je suis, avec ma maigreur, avec mon système de croyances qui était un petit peu désaligné, qui se cherchait finalement.
j'ai commencé à utiliser le venin d'abeille comme médecine et comme stimulant de ma force vitale. En fait, la partie inférieure de mon corps était à moitié paralysée. J'avais du mal à marcher, surtout en hiver. Au plus bas de ma maladie, j'avais du mal à monter quelques marches. Et petit à petit, c'est là aussi où mes conversations avec l'abeille sont devenues les plus profondes et les plus surprenantes parfois. Donc j'ai rencontré un apithérapeute à Lisbonne qui m'a montré comment il utilisait le venin des abeilles. Il n'était pas très connecté avec l'esprit des abeilles. Donc j'ai appris la technique, mais ensuite je l'ai adapté avec l'alignement qui faisait partie de mes valeurs. Et j'ai commencé à m'appliquer des piqûres d'abeilles à différents endroits du corps régulièrement. Et petit à petit, ce voyage m'a permis de me reconnecter avec ma puissance. Ce que j'aime dire, c'est que c'est pas l'abeille qui m'a guéri. L'abeille m'a aidé à trouver mon pouvoir d'auto-guérison. J'étais consciente que lorsque j'utilisais une piqûre d'abeille, l'abeille meurt après qu'elle perd son, j'ai oublié le nom en français, stinger. Son dard? Voilà. L'abeille perd son dard la plupart du temps quand elle pique. Maintenant, on a découvert avec mes collègues du Bee Wisdom d'autres techniques pour utiliser le venin d'abeille différemment dans nos cérémonies. Mais à l'époque, à chaque fois que j'utilisais une piqûre d'abeille, l'abeille partait. Et du coup, j'étais avec un peu de culpabilité sur cette histoire. Et de nouveau, j'ai demandé à l'abeille, est-ce que c'est OK? Et j'ai ressenti de nouveau que c'était une histoire de relation. Elle offrait sa médecine. J'allais à la ruche, j'offrais ma prière, je récoltais quelques petites abeilles et je sentais qu'elles étaient là pour me soutenir dans mon parcours de guérison. Après, je veux faire un disclaimer here. Je conseille à personne de faire ça sans supervision. Ça peut être très dangereux. Oui, les allergies, j'imagine, parce que moi, je savais pas que ça existait, en fait, comme médecine. Je trouve ça magnifique parce que dans ma tête à moi ou ce qu'on voit à la télé, c'est plutôt des gens qui se font piquer et qui meurent, en fait, d'une piqûre d'abeille par allergie. Et de voir qu'il y a une médecine derrière. Mais ça revient encore, quand je t'écoute parler, ça revient toujours à l'offrande, au collectif, en fait. C'est que bien que chaque abeille ait une conscience individuelle, elles ont, comme tu disais, la conscience de la ruche, puis une conscience plus grande qui est la déva, mais leur individualité sert une harmonie qui est collective. Donc, si elles sentent que toi, tu as besoin de retrouver l'harmonie, si toi, tu es dans l'harmonie, toi aussi, tu vas contribuer et ça va faire un maillon d'une chaîne. Si tout le monde se sent bien, bien, il y a un collectif plus fort. Donc, les arbres ont aussi cette mentalité-là de continuer à prendre soin d'un arbre qui est mort ou qui est malade parce qu'on a besoin de lui. Alors que nous, les humains, on cherche à éliminer rapidement le maillon faible ou, comme tu disais, ou faire des projections, beaucoup de peur en lien avec la souffrance ou la maladie, alors qu'elles ont encore la perspective de la contribution de leur médecine et de l'entraide. En fait, c'est ça qui est très beau. J'imagine que tu as dû sentir ça, le poids de ce collectif-là dans une société tant individualiste qui amène son lot de souffrance aussi, on doit se le dire, là. Mm-hmm. Oui, tout à fait. Finalement, durant ce parcours, elle m'a aussi aidée à me trouver moi-même, à offrir mes dons à l'humanité, à sentir ce service à la terre qui est tellement naturel chez elle. Ta reconnexion avec plus grand pour que tu œuvres, au même titre qu'elles sont connectées avec leur déva pour œuvrer. C'est incroyable comment le corps mental et le corps émotionnel nous gardent petits dans une perspective, un cadre, en fait, alors que quand on s'ouvre à plus grand, on retrouve les clés, en fait, de l'équilibre, l'harmonie, mais surtout, on redevient un outil de la paix ou un acteur, en fait, collectif, et ça nous revient, finalement, cette circulation d'énergie-là, c'est infini. Je trouve ça beau parce que
ça t'a amené à te retrouver toi pour pouvoir ensuite te reconnecter à ta divinité et l'offrir pour que les autres se connectent à leur propre divinité à leur tour, parce que je crois que c'est ça que tu fais à travers ton travail aussi, de ramener les gens à sortir de leur corps mental et émotionnel et trouver l'alignement de tous les corps d'énergie complètement, en fait, dans cet réalignement-là. On est plus que 2 corps ou 3 corps avec le corps physique, on est une multitude de couches de corps et de renouer avec tout ça, on redevient un, finalement, on se retrouve. Tout à fait. Et lorsque j'apporte des personnes à la ruche, j'aime beaucoup rentrer avec cette conscience que la ruche est bien plus large que son corps physique. Elle a toutes ces couches énergétiques, ces couches d'aura autour d'elle qui parfois font plus de 10, 20 mètres, ça dépend de la vitalité de la colonie. Donc on peut s'arrêter, essayer de trouver la couche extérieure de l'aura de la colonie, même la sentir avec ses mains. Avec le toucher subtil, on peut sentir les couches de l'aura de la colonie, s'arrêter. Et à ce moment-là, créer ce lien de cœur à cœur, créer ce pont de lumière et offrir son intention. On va pas chez des amis, on n'ouvre pas la porte et on rentre pas chez des amis sans frapper. Là, c'est la même chose. On frappe à la porte et on monte patte blanche, on exprime notre volonté notre de se connecter. Ouais. Et là, on peut sentir que cette couche de l'aura s'ouvre un peu comme un portal énergétique qui devient plus fin, qui t'aspire, qui t'invite. Quand tu rentres dans le champ énergétique d'une colonie de cette manière-là, tu es directement beaucoup plus en contact avec son être, avec le génie de la ruche. Et à chaque couche d'aura, tu peux comme ça t'arrêter et faire chaque pas en conscience. Et ensuite t'asseoir près de cette colonie. J'avais des colonies d'abeilles qui, finalement un peu comme un chat, un chien, s'étaient habitués à mon énergie. Tu sais, j'habitais à l'époque, pendant cette phase de ma maladie, dans un dôme géodésique. Et j'avais 3 colonies autour du dôme, dont une qui était vraiment de l'autre côté de ma fenêtre. À chaque fois que je méditais, tous les matins, je m'asseyais finalement dans le champ énergétique de cette colonie d'abeilles. Donc, quand j'amenais des amis, je présentais ces amis à ma colonie d'abeilles et finalement, elle me donnait un retour sur l'énergie de ces personnes. Et parfois, moi-même, c'est arrivé qu'elles offrent une piqûre de guérison. J'ai une fois une personne qui arrivait, qui avait un mal à l'épaule et qui m'a aidé à désherber un parterre de fleurs à côté de la colonie. Et elle a reçu une piqûre de guérison à l'endroit de cette charge énergétique. Je l'ai accompagnée afin qu'elle reçoive complètement ce don, cette offrande. Le lendemain, la douleur était partie. Donc, si on se fait piquer avec une abeille, c'est pas toujours dans une perspective de « elle est fâchée contre moi, je l'ai énervée, j'aurais pas dû être là, je subis les conséquences de mon geste ou du karma ». Mais non, ça peut être beaucoup plus que ça. Ça peut être une médecine, ça peut être « je t'ai vu et je veux t'aider et je te pique dans l'idée de te transmettre ma médecine ». C'est incroyable de le voir sous cet angle-là. J'aurais pas pensé le voir comme ça. Déjà parce que je savais pas que le venin d'une abeille avait des propriétés médicinales. Mais je trouve ça magnifique. Qu'est-ce que tu me racontes? Elle est venue s'offrir, ton amie, dans un environnement qui contribue aussi à la colonie. Et en retour, elle redonne encore. Je trouve ça... ce sens du collectif-là est très émouvant. Et je pense que juste là, on a une guérison immense au niveau de l'âme à faire... Dans cette sensation de sentir que on donne et on reçoit. On est beaucoup dans le rôle du sauveur, où on donne beaucoup, on s'épuiser, où on est beaucoup dans une posture où on veut prendre. Je pense qu'il y a beaucoup de fractures dans le donner-recevoir et je trouve ça très touchant, cette histoire-là.
T'en as-tu d'autres belles histoires comme ça? Parce que je sais que tu parles dans ton livre du champ morphique de la ruche. J'imagine que c'est un peu ça que tu racontes. Ces couches d'aura-là avec les lignes de la Terre et tout ça. Y a-tu d'autres expériences ou quand tu étais dans ce champ-là que tu as pu ressentir ou voir? Pour continuer avec le venin d'abeille et sa magie et toutes ces différentes facettes, bien sûr, le premier rôle du venin, il est protecteur. L'abeille n'est pas agressive en soi. Elle protège son espace. Donc, si on rentre avec nos bottes sales dans l'aura d'une abeille, d'une colonie, c'est possible. En général, ça va dépendre de sa personnalité, mais en général, elle va d'abord nous faire un petit signe. Elle va peut-être lancer une abeille qui va juste nous taper, tu vois, pas piquer, mais juste nous faire un petit signe. Hey, c'était un peu trop rapide là. Puis si on comprend pas, si on s'arrête pas, c'est possible que ça passe à la piqûre. Après, c'est possible certaines colonies, dépendant de leur trauma ou de leur histoire, vont directement venir te piquer si elles sont habituées à être abusées ou à être agressées, ouais. Agressées, elles vont avoir un comportement agressif. Donc ça, c'est le premier niveau du rôle du venin. Après, il y a cette médecine, comme dans l'exemple que je te donnais. Il y a d'autres niveaux encore plus larges finalement. Je vais t'en donner un qui était assez amusant finalement. Une fois, j'étais avec deux de mes étudiantes et j'étais pas dans une très bonne humeur. Il se passait des choses entre nous trois, on n'était pas très alignés. Du coup, on est rentré dans l'aura d'une ruche sans faire ces étapes-là. Et là, je me suis fait piquer et cette piqûre m'a déclenché un fou rire. C'est une substance qui est tellement extraordinaire que parfois c'est très étonnant. Après, j'ai été tellement piquée que je sais que je n'ai pas de réaction allergique, je gonfle pas tellement. Et donc, c'était vraiment une leçon ce jour-là de hey, relax, tu sais, vraiment arrête de prendre ces choses tant au sérieux. Le monde est tellement plus vaste que ce petit angle tellement resserré dans lequel tu te trouves. Wow. Après, je voudrais adresser l'espace encore plus vaste. C'est l'aspect spirituel, la piqûre initiatique, je l'appelle. Et là, j'ai une histoire où un jour, j'étais en méditation à côté d'une colonie. La colonie était toute calme, c'était vraiment une belle journée et j'étais vraiment dans cet espace d'ouverture et de connexion. J'entends une abeille qui commence à tourner autour de moi, toute gentille, toute curieuse, et elle se pose sur mon front. Elle commence à marcher sur mon front, elle crée un petit peu une forme un peu limniscatique, comme ça. Elle s'arrête au niveau de mon troisième œil, et elle m'offre une piqûre à cet endroit-là. Non. Le troisième œil, bien sûr, c'est l'entrée, c'est une entrée initiatique. L'expérience qui a suivi, c'était en quelque sorte une grande révélation. Ça avait un aspect un petit peu psychédélique, je dirais. Le venin circulait à travers mon cerveau. Et moi qui suis normalement un peu myope, je me suis mis à voir avec énormément de détails l'horizon autour de moi. Quand j'ai regardé à mes pieds, je me suis mis à voir tous les détails du microcosme, des petites fourmis, des petits insectes dans l'herbe. Et ce que je me suis rendu compte, c'était ce message du venin qui est en même temps tellement aigu, tellement coupant, tu sais, et en même temps tellement ouvrant. Le message du venin, il est d'ouvrir l'espace de conscience. On a tendance à avoir un angle de vue tellement restreint. Complètement. Et voilà, c'est une expérience qui est restée avec moi toute ma vie. Je comprends parce qu'en même temps, c'est une rencontre profonde avec toi. Puis au moment d'ouvrir tes facultés, c'est le monde autour de toi qui s'est ouvert. Donc plus on se rend compte, comme on dit l'adage, connais-toi toi-même.
et tu connaîtras l'univers. C'est quasiment ça, je sens l'enseignement. Et j'ai envie de demander à ceux qui nous écoutent en ce moment, est-ce que vous avez déjà vécu une expérience d'une piqûre d'abeille, positive ou négative? Est-ce que vous avez déjà pu percevoir que c'était une médecine à ce moment-là? Et si oui, est-ce que vous avez déjà aussi eu l'opportunité d'être dans un champ morphique d'une ruche, que ce soit une ruche naturelle ou une ruche d'apiculture? Et quelle expérience sensorielle ou spirituelle vous avez vécue? Laissez-les en commentaire. Je serais très heureuse de vous entendre et de voir peut-être une expérience que vous aviez vue selon une perspective, a peut-être une perspective différente à partir d'aujourd'hui suite au récit de Sandhira. Honnêtement, moi, je pense que tu m'as éveillée à percevoir des situations, des phénomènes d'une manière beaucoup plus grande que ce qu'on peut s'imaginer par rapport aux agressions des insectes, notre peur des insectes, ce qu'on sait qu'elles font, mais en même temps, à quel point on a si peu de regard, on tourne si peu notre regard vers eux, on a si peu de relations avec elles alors qu'elles ont énormément à nous offrir et qu'elles, les abeilles ou les insectes, nous voient et veulent contribuer et même nous exposer le déséquilibre. Ça, je le disais souvent à mes étudiants, les insectes sont là aussi pour nous montrer quand il y a un déséquilibre. Et elles viennent amener leur médecine à ce moment-là. Donc, je trouve ça vraiment, vraiment beau. Est-ce qu'il y a d'autres expériences comme ça de rencontres ou de communication que tu as eues qui ont été porteurs de révélations pour toi que tu aimerais nous transmettre? J'aimerais parler de l'herbalisme intuitif. Donc finalement, la communication aux plantes qui a été introduite par les abeilles. Et finalement, il y a quelque chose de similaire et de différent. L'abeille est un animal et la communication avec les animaux a une certaine saveur. Les plantes communiquent d'une autre manière, les roches d'une autre manière. Et juste avant de rentrer dans ce détail, je veux vraiment dire que la communication animale, végétale, minérale est ouverte à tous. Tout le monde a la capacité d'ouvrir ces canaux de communication. Il suffit de s'y mettre et de pratiquer. Comme le piano, comme la danse, comme toute pratique, ça se développe avec l'entraînement et la répétition. Donc, c'est pour ça que j'offre des programmes en ligne où vraiment il y a un espace où on s'y met, on reçoit des retours directs et on peut affiner comme ça et apprendre à discerner aussi entre la voix de l'intuition et la voix du mental qui aime bien inventer des histoires. Exact. Voilà. L'herbalisme intuitif, la première fois que je me suis vraiment rendu compte, que je l'ai vraiment pris en conscience, j'étais au Pérou. J'étais au Pérou pendant plusieurs mois dans la jungle amazonienne et j'ai rencontré une chamane avec qui j'ai passé pas mal de temps. Et comme j'avais étudié la botanique pendant des années, de la manière un peu classique, en lisant des livres, en prenant les plantes et en ressentant sur moi-même, en faisant des formations, j'avais tendance à lui demander « Oh, cette plante, elle est bonne, pourquoi ?» Et elle me regardait comme ça en silence. Et elle me dit « Demande-lui, elle te dira. » Absolument. Et petit à petit, je me suis mis à faire ça de plus en plus, c'est-à-dire à demander à la plante avant de chercher sur ChatGPT, dans des livres, quel est mon premier ressenti? Comment je me sens? Et l'histoire, c'est que quand on a appris à trouver ces ressources, ces informations de manière extérieure, dans des ressources extérieures, on s'imagine qu'il y a une seule réponse. En fait, chaque plante a une relation particulière avec chaque être humain sur cette planète. Bien sûr, il y a des lignes générales de propriétés médicinales, mais elles vont être vraiment adaptées. Les plantes médicinales sont adaptogènes. Elles vont entrer en synergie, en connexion avec nos besoins. Elles
la plante en soi, c'est comme un grand livre. Elle condense plein d'informations dans son pardon, je cherche mes mots. Une seconde. Je trouve pas mon mot. Dans son essence ou dans son action. Ah oui, dans son esprit? Ok, je vais répéter. La plante condense les informations qui sont nécessaires à cette personne en particulier dans son parcours de guérison, dans son action médicinale, à cet instant présent, à ce moment-ci précis de sa vie. Chaque moment de médecine est unique et irremplaçable. Oui, parce que c'est ça, c'est que la plante, ce que j'ai remarqué, les arbres, les plantes, les animaux, les insectes, ils nous voient. Et en nous voyant, ils nous ressentent et forcément, c'est deux champs d'énergie distincts qui se rencontrent. Donc, il y a une nouvelle synergie qui est créée. Donc, je comprends totalement ce que tu veux dire quand tu dis déjà qu'ils ont des propriétés adaptogènes. Elles s'adaptent elles-mêmes au champ vibratoire de l'être qui vient et elles y réagissent. Donc, c'est pour ça qu'il y a des plantes qui vont être plus appropriées pour nous, d'autres moins en fonction de l'essence de chacun et de la nouvelle synergie qui est créée ensemble. Et à ce moment-là, il y a comme une troisième entité qui est créée à travers cette rencontre-là, qui peut créer une alchimie, puis une certaine magie ou une guérison, parce que là, on rencontre une autre énergie qui nous révèle à nous-mêmes et qui nous enseigne quelque chose de nouveau et qu'on ressent d'abord dans le corps, dans nos cellules, dans notre âme, avant même de le lire intellectuellement dans un livre. Tu sais, donc, au lieu d'intégrer une connaissance sur sa médecine, on l'expérimente dans son propre corps. Et d'après moi, c'est comme ça aussi que les Amérindiens, mais même ceux qui ont écrit des livres sur les propriétés médicinales d'une plante ont dû vivre en amont, avant même de l'intellectualiser. D'après moi, leur parcours a passé par le même parcours qu'on est en train de se reconnecter finalement. Très beau. J'aime beaucoup comment tu décris cette troisième entité. C'est ça. C'est un instant magique qui est créé à ce moment-là. Et en terminant, parce que j'ai l'impression qu'on pourrait en parler pendant des heures, je trouve ça fascinant et je suis convaincue que les gens qui nous écoutent ont juste le goût de croiser une abeille, de se relier à elle et peut-être de voir le miel et l'agriculture sous un nouvel angle. Je pense qu'on en est rendu là pour la prochaine génération qui nous suit au niveau, tu sais, nos enfants, la planète, comment on veut consommer le vivant, comment est-ce qu'on veut se maintenir en vie, qu'est-ce qu'on a, quelle relation on peut créer avec le vivant pour faire perdurer l'équilibre planétaire. Et dans ce grand chaos-là des changements climatiques, des guerres, de ce fameux collectif-là que la nature porte en son sein et qu'on a tellement besoin de retourner dans ce collectif-là, nous aussi, ce lien à la Terre, est-ce que tu aurais envie ou peut-être que tu as déjà reçu un message canalisé que les dévots des abeilles aimeraient transmettre aux gens qui nous écoutent aujourd'hui sur une sagesse ou un enseignement ou juste un message qu'ils aimeraient transmettre à tout le monde avant qu'on se quitte? Ce qui me vient, c'est une image du cœur qui s'ouvre. C'est une image de la confiance dans l'énergie du cœur. Et juste pour décrire un petit peu, parce que ça peut peut-être intéresser certains auditeurs sur comment l'information vient quand on communique avec la désert des abeilles ou avec les animaux. Pour moi, mon type de communication intuitive, il est tout d'abord ce que j'appelle download, c'est-à-dire que l'information, elle arrive un peu comme un paquet d'informations dans un fichier, un peu comme un fichier zip, tu vois, un fichier compressé qu'il faut que j'ouvre. Et ensuite, j'utilise mon langage visuel et auditif. Ensuite, je laisse s'ouvrir ce paquet et je vois les images sortir et parfois des phrases qui viennent ou même des sensations somatiques. Donc là, quand tu me poses cette question sur le message à l'humanité, ce qui est venu en premier, c'est cette sensation de recevoir ce fichier d'informations. Et lorsque le paquet commence à s'ouvrir, c'est une image du cœur qui s'élargit. Et cette sensation d'être aimé par l'esprit de l'abeille.
cette sensation de confiance qu'il est possible de construire quelque chose ensemble. Il n'est pas trop tard. Il est temps de prendre conscience, de mettre en application ce que l'on ressent dans nos actions tous les jours. Il y a plein de petites choses que l'on peut faire pour aider l'abeille, dans ce que l'on consomme. Se poser la question, si on achète du miel, qu'est-ce qu'on veut servir? Si on utilise des bougies en cire d'abeille, si on soutient des projets qui plantent des fleurs, des arbres. Ce que l'abeille nous invite à faire, c'est de se relier à elle d'égal à égal. Elle veut apprendre de nous. Elle nous admire. On a des capacités qu'elle n'a pas. Et inversement, on a énormément à apprendre de l'abeille. C'est très beau, mais j'ai beaucoup aimé l'image qu'il y a une information qui arrive et qui est distribuée par le cœur. On fonctionne beaucoup avec le mental, avec les connaissances, avec la science, avec le raisonnement et avec ce qu'on génère. Et la portée du chakra du cœur est 10 fois plus grand que celui du corps mental. Et de downloader, comme tu dis, ce fichier zip par ce qui est plus grand que nous, plus grand que le mental, et d'aller chercher cette connaissance-là qui est portée par ailleurs, dont les abeilles qui ont une expérience de vie, une connaissance, puis une mission qui n'est pas la nôtre et que parce qu'elles sont, elles ont beaucoup, comme tu dis, à nous apporter autant que nous, par qui on est et pourquoi on est ici. On a aussi à tendre la main. Donc, à tendre la main, mais avec le cœur ouvert, plutôt qu'avec nos peurs, nos besoins ou notre vision capitaliste ou mercantile, mais vraiment plus une vision du cœur et peut-être, comme tu dis, semer à notre tour des jardins de fleurs et de contribuer à créer de ce monde un nouveau jardin d'Éden, quoi. Tout à fait, un jardin planétaire. Merci infiniment, Sandhira. C'était un bonheur de te découvrir, de te rencontrer. Je te connaissais à travers ton livre, mais te voir en personne comme ça me rend très heureuse. J'adore voir ton expérience, comment toute cette sagesse-là est née d'une expérience personnelle et d'une intégration de cette sagesse-là. En terminant, est-ce que tu veux laisser un petit mot de la fin aux gens qui nous écoutent, une inspiration ou un petit mot que tu aimerais offrir en offrande à ton tour? Faites-vous confiance et ouvrez les canaux de communication. La communication avec le vivant commence par l'écoute, par le silence, par l'espace créé pour l'information à circuler. C'est un grand défi, je crois. C'est rempli de sagesse et je nous le souhaite de se donner cet espace-là. Merci beaucoup pour ton temps et pour ta présence. Et s'il y en a qui veulent te découvrir, je vais laisser tes liens dans les commentaires du balado, donc ils vont pouvoir aller voir ton site Internet. Je répète, La Déva des abeilles, les enseignements de la ruche aux éditions Le Souffle d'or, qui est disponible en français et en anglais aussi, je crois. Hein? Et en allemand également. Et en allemand. Donc, laissons-nous aussi semer ce pollen-là de tes enseignements. Merci beaucoup pour ta présence, puis je vous souhaite à tous une très belle fin de journée. Je t'invite à me partager dans les commentaires ce que ça l'a éveillé chez toi. Partage aussi avec tes amis ou toutes les personnes qui te sont chères pour qu'on puisse les guider vers une meilleure reconnexion avec la nature et les animaux. Abonne-toi pour qu'on soit encore plus nombreux à marcher sur ce chemin. Je suis vraiment honorée de t'avoir avec moi sur ce balado et je te dis à bientôt.